Nous sommes, Marion et moi, très, très heureux d'être ici et très heureux de présenter ce projet. Donc Holy Collie, The Mice in Order of Sanctity, qui est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années et dont on a eu l'occasion de montrer une première manifestation scénographique au tournant de 2022 et 2023 au domaine de Chamarande. Pour vous présenter ce projet et aussi parce que je me connais, Marion me dit souvent que j'ai tendance à déborder. Donc là, je vais vous passer un film qui est en fait le film qu'on a montré à Chamarande et que j'ai rendu muet et que je me suis donné l'exercice de vous le commenter, de faire là une nouvelle voix off. Je vais me donner l'impression un peu d'être comme ces pianistes qui accompagnent les films muets. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, d'autant plus que je ne suis pas un bon pianiste. Commençons. Voilà, donc, Holy Collie, la souris en odeur de sainteté, est un projet de BioArt dans lequel nous avons essayé réussi à transformer l'odeur d'une souris de manière à ce que ces selles ne sentent plus les selles, mais sentent une odeur de violette. Et ce, au moyen d'une bactérie Escherichia coli modifiée génétiquement pour ce faire. Donc pourquoi la souris déjà ? La souris en fait est véritablement le parangon de l'animal de laboratoire. Du reste, quand vous interrogez les gens, immédiatement c'est la souris de laboratoire qui leur vient à l'esprit. Et cette souris est donc utilisée dans de toutes les manières pour faire avancer la science. Mais au-delà de ça, la souris est aussi un animal qui a été tout au long de l'histoire extrêmement ostracisé et associé notamment à par sa compétition avec les humains pour la nourriture, a été diabolisé, comme on le voit par exemple au XVe siècle sur ce rétable de Mérode, où pendant une annonciation, donc on voit Joseph fabriquer des pièges à souris, et à partir de ce moment-là, donc c'est une étude très célèbre d'un grand historien d'art, Meyer Shapiro, et à partir de ce moment-là, il est très clair que effectivement la souris représente purement et simplement le diable, du fait de sa nocivité, mais aussi du fait de toutes les représentations qu'on a pu s'en faire. Donc, bien au-delà des peintures du XIVe, des représentations du XIVe, XVe siècle. Donc là, vous avez par exemple une sculpture de Sainte Gertrude de Nivelles qui était invoquée pour repousser les souris. Et jusqu'à cet objet qui est la fameuse tapette Lucifer, qui n'a pas été appelée effectivement Lucifer pour rien, pour se débarrasser des souris. Donc la souris, on peut voir qu'elle n'est effectivement pas du tout en odeur de sainteté. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les scientifiques l'utilisent allègrement, en dehors évidemment des raisons tout à fait scientifiques. Donc à partir de là, on s'est demandé ce qu'était en fait l'odeur de sainteté, parce que l'odeur de sainteté, c'est à la fois une expression, être ou ne pas être en odeur de sainteté, mais c'est aussi quelque chose sur lesquels les anthropologues se sont intéressés depuis très très longtemps. Alors on dit que par exemple le Dalai Lama a une odeur d'une suavité absolument extraordinaire. On s'est beaucoup posé la question nous-mêmes de savoir ce que ça pouvait être. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila avait une acétonémie et certains ont expliqué. Alors beaucoup de sociétés savantes au XIXe siècle se sont penchées sur ce thème, et il semble qu'une odeur de violette, d'encens, de myrrhe était ce qui était le plus mis en avant sur les saints. Par exemple, on appelait Sainte Thérèse de Lisieux la petite fleur et Saint Simon le myrobolite. Donc à partir de là, on s'est demandé comment on pouvait générer, en fait, transformer cette souris pour qu'elle sente la violette. On a étudié beaucoup de pistes, des pistes endocrinologistes, etc. Travailler sur le métabolisme, soit notre métabolisme ou seul métabolisme d'une souris. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était
la biologie synthétique qui allait pouvoir nous aider le plus facilement. Surtout que nous avons rencontré donc une chercheuse au CNRS qui est Sylvie Lautruc, vous voyez là, et qui nous a donné une piste tout à fait intrigante et intéressante, celle de transformer des Escherichia coli qui sont donc censés sentir par les indoles des odeurs de défécation, de merde, pour les transformer par le biais d'une quinzaine au moins manipulations génétiques, de manière à ce qu'elles cessent de sentir la merde, mais puissent sentir, en insérant en fait des ionones, des jasmones, qu'elles puissent sentir finalement la violette. Et ensuite, l'idée étant évidemment de faire ingérer ces bactéries à une souris pour transformer son microbiote. Et toi, là où tu vas intervenir, c'est pour changer ce promoteur ici, qui est un promoteur inductible et qui contrôle l'ensemble des gènes de la biosynthèse du farnésyl, afin de le remplacer par un promoteur constitutif, le promoteur J23-102. Donc tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça par double recombinaison homologue à partir d'un produit PCR. Okay. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va designer les primers. Ensuite, tu pourras faire ton produit PCR. Introduire le plasmide PHC 0,5 dans la souche d'Escherichia coli qui permet de faire la double recombinaison homologue. Et ensuite, eh bien, tu introduiras ton produit PCR dans cette souche où se fera la double recombinaison homologue. Donc, une fois qu'on aura obtenu le plasmide souhaité, le PHC 0,9, eh bien, ce plasmide, il faudra encore le modifier pour introduire les éléments qui permettent l'intégration dans le chromosome de la souche d'Escherichia coli finale. D'accord. Ça marche. Un des points importants, c'est d'intégrer les plasmides qu'on aura construits dans le chromosome de la souche d'Escherichia coli. Donc pourquoi? Parce que les plasmides, c'est des fragments d'ADN qui ne sont pas stables si on ne maintient pas une pression de sélection avec un antibiotique. Et donc si on donne à la souris la souche avec des plasmides, ces plasmides ne vont pas être maintenus, donc l'odeur va disparaître, sauf si on donne des antibiotiques à la souris, mais on ne veut pas donner des antibiotiques à la souris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer toute une région du plasmide par une autre qui permettra de faire cette intégration ensuite dans le chromosome de la souche d'Escherichia coli. Et donc pour ça, on va utiliser un site d'attachement de reconnaissance du site d'intégration dans le génome bactérien et une intégrase qu'on va amener en trans dans la souche d'Escherichia coli qui permettra l'intégration du plasmide dans le chromosome de la bactérie. Donc alors là je suppose que c'est les fragments PCR qui ont migré, donc le témoin a bien marché, on a plus que ce qui est le témoin négatif il est là, donc cette fois-ci tu as bien la bonne bande pour le témoin positif. Par contre là c'était pas des bandes, c'était une bande plus haute que tu attendais. Parce qu'elle est, ah oui, elle est à moins. Oui. C'est toujours la même bande à 700 qu'on avait dans les... Ça. Donc là, tu as en fait toutes les souches d'Escherichia coli qui contiennent tous les plasmides qu'on a construits depuis le début. Oh. Et donc, en fait, pour arriver à la fin, il faut à peu près une quinzaine d'étapes. Donc, on n'a pas tout à fait fini, donc il n'y a pas encore les 15 constructions, mais il y a quand même toutes les constructions depuis le début. Voilà, j'avais gardé un peu de son quand même, parce que qui mieux que les biologistes pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire, et puis d'autre part pour vous montrer un petit peu la progression du travail. Et là, on finit sur quelques images, disons, qui nous éloignent un petit peu du champ scientifique pour nous rapprocher d'un champ plus anthropologique, puisque en fait, si symbiose il y a, elle est vraiment des deux côtés sur le plan biologique, puisqu'il y a vraiment une modification du microbiote pour cette symbiose. Et sur le plan anthropologique, l'œuvre pour nous interroge véritablement le rapport qu'on a avec les animaux, essentiellement les animaux de laboratoire, et le type d'environnement que nous créons à nous-mêmes dans cette co-corporéalité entre nous et les animaux de laboratoire.
Et il faut dire que pourquoi cet élément qui ressemble, qui est une chapelle d'ailleurs, au cœur de l'Espagne, une chapelle moderne, c'est que évidemment pour nous, ce projet ouvre sur des questions éminemment spirituelles, puisque à partir du moment où, dans un contexte catholique, disons, le saint est véritablement l'achèvement suprême de l'humanité, pourquoi ne pas donner à un animal, et surtout un animal de laboratoire comme une souris, cette possibilité en fait de s'élever du plus bas au plus haut. Alors ça c'est avec le générique c'est la fin du film. Normalement le film dure 10 minutes, donc je pense qu'il nous reste du temps éventuellement pour des questions si vous voulez approfondir certains points de ce projet. Thank you. Merci. Moi, j'ai peut-être besoin d'un petit éclaircissement. Quel est l'objet de tout cela par rapport aux souris elles-mêmes et à leurs habitudes? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Pardon. En fait, je ne comprends pas l'objet principal de ce projet. Je sais qu'il y a cette réflexion sur la religion, la spiritualité, et ça, c'est un petit peu étrange pour moi. Cette manipulation génétique, elle soulève aussi beaucoup de questions sur ses conséquences sur l'environnement. Donc, quel est l'intérêt de travailler sur le changement, la modification de l'odeur des excréments de souris et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour la population de souris? En fait, l'intérêt, c'est pas un changement global de la population de souris parce que ces souris sont isolées. On a travaillé avec deux types de souris, deux espèces de souris. Certaines étaient axéniques, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de microbiote du tout. Elles étaient complètement naïves en termes de microbiote. Et ça veut dire que l'effet sera... Oui, ok. Et le fait d'utiliser des souris axéniques, effectivement, rendrait la performance, l'expérience beaucoup plus parlante, puisqu'on part de zéro et en fait on ouvrirait leur microbiote avec une odeur déjà construite. Mais on peut aussi travailler avec des souris non axéniques. Et dans ce cas-là, ce que je tiens à dire, c'est que ce sont des expériences de laboratoire et qu'on a rendues réversibles. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour nous, c'est l'inversion, mais dans un certain temps, dans un certain moment, sachant que ensuite les constructions qu'on a faites sont destructibles par des antibiotiques et que ensuite la souris ayant fait l'objet de cette expérience peut revenir à un microbiote qui est soit le sien d'origine, soit un nouveau microbiote auquel elle s'ouvrirait. Donc on est très conscient de cette question évidemment des OGM. Il n'est pas question de disséminer quoi que ce soit dans l'environnement. On a plus travaillé sur une sorte d'exemplarité comme l'est la sainteté finalement. Il y a un parallèle pour nous anthropologique entre les deux, c'est-à-dire que l'expérience qui arrive à cette souris est une expérience unique dans sa vie et unique par rapport à une certaine population de souris également. Et je vois que Marion me rejoint car elle a sans doute quelque chose à ajouter. Oui, je voulais dire aussi qu'au départ, il s'agissait d'un sujet qui était pour nous extrêmement politique, qui est qu'on a tendance à considérer aujourd'hui qu'une odeur est naturelle à partir du moment où elle est produite d'une manière biologique et non pas chimique. Il faut imaginer que notamment cette création d'une odeur de violette par un biais totalement lié à une transformation génétique de biologie de synthèse est considérée officiellement dans les textes politiques comme une odeur naturelle. Et ça nous semble extrêmement
extrêmement intéressant de considérer que cette appellation signifie aussi symboliquement que l'homme est dans une position quasi divine de production d'une odeur pseudo-naturelle alors qu'il a eu recours justement à la biologie de synthèse. Et pour nous, c'était très important de faire de cet exemple un exemple vraiment aussi politique qui consiste à considérer que finalement en transformant la nature par ce système génétique, on se demande finalement ce qui est de l'ordre du divin ou du diabolique, et on interroge justement la part diabolique de la science d'une manière très enfin un peu ironique, mais volontairement ironique. Et donc il y a beaucoup de lectures à ce projet. Il faut imaginer que vous serez peut-être amené dans le futur, pour ne pas être incommodé par des body odors qui pourraient vous déranger, à utiliser des probiotiques pour sentir la violette quand vous allez aux toilettes. Ce qui pour nous est un type de travail qui est considéré comme quelque chose de l'ordre du confort social, alors que dans la réalité, ça a des implications politiques, religieuses, éthiques, environnementales très importantes. Et en fait, le caractère un peu provocateur de ce projet est totalement lié à cette pensée-là. Voilà. Nous pouvons prendre une autre question. Oui, madame. C'est parti. Merci beaucoup pour votre présentation. Avez-vous réussi les expériences, collecter des petites crottes, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les souris, et vous-même senti cette odeur de violette ? Alors pour l'instant, à l'état bactérien, oui, Holy Collie existe. En revanche, le problème que nous avons, c'est qu'effectivement, pour une raison à la fois symbolique, qui est aussi celle d'extraire un animal de cette situation quasi carcérale générationnelle, parce qu'il faut imaginer que les souris axéniques, ça fait 60 générations qu'elles sont élevées dans des milieux stériles, à manger de la nourriture stérile, donc extrêmement éloignées de ce qu'est une réalité naturelles. Elles-mêmes, du reste, elles ont développé un métabolisme qui n'a rien à voir avec le métabolisme d'une souris normale. Elles sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus, un peu plus idiotes, d'après les biologistes. Donc c'est très problématique, cette question-là. Eh bien, en fait, on a pour l'instant une difficulté qui est effectivement de passer à toutes les barrières. Alors, on a passé plusieurs barrières de comités d'éthique pour pouvoir produire l'expérience, mais donc tout est passé, tout est OK, mais nous n'avons toujours pas obtenu la souris. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière barrière, c'est que les gens acceptent, un laboratoire comme Pasteur ou l'INRA accepte de nous donner une souris pour pouvoir justement faire cette expérience in vivo. Mais disons que sous la forme bactérienne, effectivement, la souche existe.